l'histoire du passé, non seulement il s'agit d'une émission économique, d'une émission culturelle, d'une émission où on peut faire avancer le continent, mais on reçoit de temps en temps des personnalités qui écrivent des livres et finalement qui ont quelque chose à dire encore à l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Congo, un jeune écrivain qui a fait un livre mémorable sur ce qu'on appelle la reine du Fouta Djallon. La reine du Fouta Djallon. Michael Congo a rencontré cette reine à l'époque au Brésil, c'était au Congo démocratique, maintenant c'est la RDC. Il a rencontré cette magnifique Peul, reine, et tout de suite, il s'est demandé, mais que se passe-t-il quand on voit une si belle femme, une si belle reine? Donc, Congo était confus. Il s'est dit, ou bien je succombe à sa charme, et à ce moment-là, je laisse tout plaquer, tout tomber, ou alors je fais le fanfaron, je fais comme si ça n'existait pas. Il a choisi la reine du Fouta Djallon. Et il en a fait un très bon roman. Il a bien écrit. Et oui, écrire l'Afrique, et encore écrire l'Afrique, l'âme m'attend. Il a fait un bon roman. Donc, quand nous recevons ce jeune homme, c'est un plaisir. Merci. Un jeune écrivain, on en a vraiment besoin. Merci. De jeunes écrivains, dans un continent qui en a vraiment besoin. C'est-à-dire que des gens qui pensent, qui créent, qui magnifient. Parce que cette reine du Fouta Djallon, elle est magnifiée. Exactement. Alors, dans quelles conditions, d'abord, vous avez fait connaissance avec cette reine, la reine du Fouta Djallon? Dans quelles conditions? Merci beaucoup. Merci. Je suis très content d'être ici. Merci pour la parole et pour cette invitation et pour une très belle présentation. Alors, l'histoire en soi commence, traîner un petit peu dans ma tête depuis, je peux dire, une décennie. J'avais des éléments de l'histoire, mais ce n'est que quand j'ai effectué mon voyage au Guinée-Conakry, à cela a tout cassé 3-4 ans, c'est là que j'ai rencontré le peuple Peul. Et comme vous le dites bien, un peuple accueillant. Ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est la grâce que ce peuple porte. Et je me suis dit, waouh, ah ben, je ne savais pas que je pouvais expérimenter ça. Et comme du point de vue personnel aussi, à ce moment-là, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie personnelle, dans ma famille, un petit peu malade, tous ça, les enfants. Et arrivé au Fouta Djallon, ça m'a permis de surmonter je dirais, l'orage que j'ai traversé, quoi. Et je me suis dit, comme vous avez bien mentionné, comment faire pour emballer cette expérience, les rendre en chair et en os et magnifier ça et concrétiser ça. Donc, en réalité, ce livre, c'est l'expérience que j'ai vécue au Guinée-Conakry parce que j'ai visité les îles, je suis allé à 300 km de Conakry, vraiment dans la terre du Fouta Djallon. Je me suis dit, je dois personnifier ça. J'ai emballé ça et je l'ai ramené à Kinshasa pour écrire ces livres. Donc, c'est vraiment de là que tout a commencé. Quand vous arrivez au Fouta Djallon, c'est quand même un territoire magnifique. Oui, magnifique. Le climat est très bien, les femmes sont très belles. Je pense d'ailleurs que vous avez dû, à travers les beaux yeux des femmes du Fouta Djallon, vous avez dû plusieurs fois revoir la reine du Fouta Djallon, c'est-à-dire l'imaginaire du Fouta Djallon. Quel est l'effet que ça vous a fait quand vous êtes arrivé dans ce grand Fouta Djallon? Alors, c'est là que tu comprends qu'il y a la force divine, le bon Dieu beaucoup plus grand. C'est-à-dire, tes problèmes à toi sont tout petits comme ça, devant
la grandeur de ces paysages. Et je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement du Fouta Djallon, en avril 2026, est en train de se battre pour faire entrer ces massifs du Fouta Djallon au programme de l'UNESCO, au patrimoine de l'UNESCO, comme ça, quelque chose lié à ça. Parce que devant cette magnitude, c'est la beauté de la nature. Et la nature vous impose non seulement son calme, sa grandeur, sa beauté, et à un moment donné, tu vois, la nature est là et mon problème est là, et les problèmes que tu pensais il y a cela 2, 3, 4 jours que ça pouvait t'absorber, te mettre par terre, et tu te vois confronté par une force, une beauté naturelle qui te dit non, la vie est au-delà de ça. Et c'est ça en fait le Fouta Djallon. C'est ça. C'est pour cela un Congolais de Kinshasa écrit sur le Fouta Djallon et parle de l'Afrique autrement pour dire que l'Afrique doit se discuter, se parler différemment à partir de ça. Bref, pour vous répondre, la beauté et la nature du Fouta Djallon m'a imposé son calme, m'a imposé sa quiétude et m'a permis à surmonter les problèmes personnels que j'ai traversés à l'époque. Ouais. Laetitia. Donc justement, ce livre qui nous parle de la reine, donc la beauté de la femme, mais est-ce aussi une extension par rapport à ce que vous venez de nous partager, pour nous simplement nous parler aussi de la beauté de la nature, de la beauté de l'humain et de la beauté de ce que Dieu, l'univers nous a donné? Est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre-là? Exactement, mais cette fois-ci en tant qu'écrivain, et vous savez, on a l'imagination pour ça. Comment je traduis ça dans les livres? Ici, je parle d'un jeune homme de 18, 19 ans, 20 ans qui souffre, qui rate ses études. Et là, maintenant, il croise une famille Peul venue du Conakry à Kinshasa. Et par cette rencontre-là, juste par ça, et il se voit, comment dire, inspiré pour vouloir faire mieux. Vous voyez, une rencontre dans la vie, une seule, mais te change tout. C'est-à-dire une vie que tu ne savais même pas vivre, il ne savait pas comment réussir ses études, il lisait son entrée pas, mais par une seule rencontre, il s'est dit, waouh, je pense que je peux faire mieux. Et ça, c'est pour te répondre, c'est cette expérience-là, c'est ce côté-là que j'ai ramené dans les livres pour dire une rencontre peut tout changer. Ouais, c'est ça. Et est-ce que justement, à travers ces livres, parce que c'est le troisième livre que vous avez écrit, oui, oui. Donc on voit un peu dans vos écritures, il y a toujours un message plus profond que l'histoire en elle-même. Exactement. Donc est-ce que c'est une forme de transmission que vous faites à travers l'écriture? Quel est votre processus? Ouais, en réalité, vous avez tout à fait raison. Si vous analysez les 3 livres ou un peu plus aussi les articles, moi je parle toujours de cette mécanique de la prise de décision. Comment l'être humain prend ses décisions? Quel est le processus derrière les choix? Vous savez, si vous êtes assis là aujourd'hui, c'est par rapport à plusieurs décisions que vous avez prises et plusieurs autres que vous avez abandonnées. Et si je suis là aussi, pareil. Et les livres aussi, un petit peu, parlent aussi du mécanique de prise de décision et comment aussi quelques rencontres peuvent aussi ouvrir les portes et d'autres peuvent aussi nous amener tout droit au mur. Et bref, le vrai message aussi que ces livres beaucoup plus parlent, c'est l'expérience de l'autre peut ou ne pas être aussi ta propre réalité. Parfois aussi, on focalise nos décisions par rapport à ce qu'ont vécu les autres. Oui. Je vous donne un exemple. Vous avez votre meilleure amie, votre sœur, que vous aimez beaucoup, et elle a pris une décision, ou elle est tombée amoureuse, ou elle s'est engagée à une relation avec un étranger ou pas, et ça a très mal tourné pour elle. Et toi, tu en fais, ta référence. Donc, pour toi, je ne peux plus aller à gauche parce que quelqu'un est tombé à gauche. Et ce sont aussi des croyances limitantes. Probablement, tu peux aussi transmettre ça à tes enfants. Mais c'était son expérience et pas la tienne. Tu vois, juste pour dire que les livres essaient aussi de parler de ça,
Et pour aller un peu plus loin aussi, de parler comment, parce qu'à un moment donné, si tu me poses la question, à part ce titre La Reine du Fouta-Djallon, quel est l'autre titre alternatif qui rôdait dans ma tête? C'était euh, les, les dons du marché. Les dons du marché dans le sens où nous sommes dans le monde, dans un marché où on s'échange des vœux. Hein? On Oui. s'échange des vœux dans le sens que euh, j'arracherai la ligne pour toi, sans toi je ne sais pas vivre. Mais si en réalité ces échanges étaient vraiment réels, si sans toi ne peux pas vivre, signifie le jour où tu pars, tu me laisses, j'ai m'autodétruit. Parce que je t'ai dit que sans toi, je ne peux pas vivre. Et pour toi, on se dit ça tous les jours même à toi, pour toi, j'arracherai la ligne. Et si ça signifie le jour où tu me laisses, je dois visiter un marabout pour t'envoûter, pour que tu restes. Mais quand tu restes, c'est un pantin qui reste ou c'est l'homme qui m'aime qui reste. Et ces échanges-là, ou encore pour aller plus loin, et si l'amour s'est transformé en stratégie, j'aime bien cet homme, j'aime bien cette femme, je lui fais des cadeaux, beaucoup plus de tendresse, je vais les culpabiliser, je vais les lier par la culpabilité pour qu'elle reste, pour que la personne reste. Ben, est-ce que c'est vrai, c'est le vrai amour? Je te fais les cadeaux, je te fais un enfant, je te fais tout ça, mais je te conditionne pour rester avec moi. Donc, bref, c'est un roman qui essaie un petit peu de serpenter cet aspect, le côté obscur de l'amour. De l'amour, Ouais. de ce qu'on peut vivre Ouais. aujourd'hui. Dans le chapitre 2, vous dites, mais que ne feraient pas les hommes pour l'amour? Exactement. Et je pense que c'est dans ce cadre précis que vous, en tant que visionnaire, mais en même temps, tout en étant mesuré dans tout ce que vous faites, je pense que c'est dans ce cadre précis que vous dites, je ferai tout pour que cette dame soit magnifiée. C'est bien ça. Exactement. Alors, elle, en retour, quelle a été sa réponse? C'est ça aussi, mon cher ami. Vous pouvez l'aimer, vous l'avez aimé, vous l'avez écrit, vous l'avez magnifié, mais elle, en retour, quelle a été sa réaction? Oui, ça c'est vraiment le vrai fond du livre. Là, vraiment, vous touchez à point. Pourquoi? Parce que je donne l'amour, j'ouvre la porte, mais c'est à elle d'entrer. Et c'est le vrai amour aussi, c'est ce que j'appelais aussi l'amour, cet amour qui se traduit par aussi lâcher prise aussi. Parce que là maintenant, j'aime la personne, je la donne tout, l'amour aussi. Et c'était même la fin du livre. La fin du livre, c'était vraiment cette discussion-là. Je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi, à aller, à tout ça, tout ça. Mais tant que je n'ai pas ces retours-là, tant que tu aimes une autre personne, à un moment donné, je t'aime, mais je ne te force pas. Comme je dis tantôt là, je ne pars pas voir un marabout pour t'envoûter. Je ne te lie pas par des culpabilités pour que tu sois à moi, parce que j'aimerais que tu puisses entrer dans ma vie librement et de manière assez aussi consciente ou consciente. Donc c'est un peu ça. La définition de l'amour, c'est quoi? C'est aussi laisser l'autre. Oh là, laisser l'autre venir naturellement vers soi. Ouais. Et donc, est-ce que ce livre, au final, n'est-il pas comme une espèce de livre-thérapie ou de développement un peu personnel qui permet au lecteur de voyager à travers une histoire et une histoire d'amour auquel on peut se retrouver, mais aussi des petits messages pour justement apprendre à aimer dans l'essence pure du verbe? Bien sûr, vous allez voir, c'est vrai qu'on n'en parle pas aujourd'hui dans les autres livres que j'ai écrits, par exemple Rouge et réalité, la théorie de la perception dévoilée. Et c'est dans ces livres-là que je parle vraiment du développement personnel, je parle de tout ça. Et naturellement, je suis aussi enseignant aussi à l'université. J'ai toujours eu tendance à aller sur cette voie-là pour encourager les gens à voir mieux. Et ça s'est transcrit naturellement dans tout ce que je fais et même dans ces livres. C'est vraiment un voyage qui essaie un petit peu de définir l'amour dans son sens propre. Vraiment, vous avez, c'est ça. Et si on part un peu plus sur vous, donc Michael Congo, donc c'est que vous êtes écrivain, chercheur. Donc,
enfin, la genèse de votre histoire, elle se raconte comment? Euh, Comment est-on écrivain, chercheur? Comment tout ça se lie? Des natures, quand j'avais 56 ans, on me qualifiait toujours d'un rêveur. Je suis un très bon rêveur. Et, même en classe, j'ai échoué mes premières années. Pourquoi? Parce que l'enseignant est là. Moi, je pense à autre chose. Je pense à la ligne. Je pense comment Dieu a créé le monde, comment il a respecté toutes ces étapes. Je suis ça. Et ce n'est qu'après que je devais me focaliser pour suivre l'enseignant, sinon tu échoues. Et quant à mon histoire, j'ai commencé en 2010, c'est là où je me suis décidé vraiment d'être écrivain. Et j'ai écrit mon premier roman qui est sorti en 2013. Et comme j'avais de très bonnes notes à l'université aussi, j'ai connu un enseignant que je salue d'ailleurs, le professeur Patrick Bakengela, qui me disait toujours, je pense que tu vas faire une très belle carrière académique. Et c'est à partir de là, j'ai compris aussi que je pouvais écrire les articles scientifiques facilement, avec une facilité naturelle, parce que je publie aussi. Et grâce à son conseil, je me suis lancé à l'enseignement universitaire et pendant plusieurs années. Mais ce côté fiction était toujours en moi. Et c'est pour cela que j'ai pu faire les deux. Donc, j'ai des articles scientifiques, mais j'ai aussi les romans. Naturellement, Dieu m'a donné la capacité de faire. Je sais que c'est difficile et même difficile à se présenter en disant que tu es un intellectuel dans le sens où un académicien et aussi un romancier. Mais je pense que la grâce divine du bon Dieu m'a permis d'avoir ces deux atouts à moi. Je sais, c'est pourquoi? Parce que la science, on écrit avec un cadran très limité. Mais les romans comme ça, tu sais vraiment voyager dans les temps et dans l'espace. Dans le chapitre numéro 3, vous dites, je crois que j'ai peur de l'amour. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Pourquoi avoir peur de l'amour? Oui, ça fait référence à ce que je disais à madame tantôt. Et vous ne vivez pas l'amour par rapport à votre réalité, mais par rapport à ce que votre frère, votre voisin a connu. Je vous donne encore un exemple. Je reviens à cet exemple. Et, un ami proche s'est engagé dans une relation et il s'est fait très mal. Je ne vais pas tout dévoiler, très très mal. Et vous étiez là, vous avez vu comment cette relation l'a mise par terre. Et à partir de ça, maintenant, vous avez peur d'aimer la personne qui est devant vous. Mais la personne vous aime. Là, j'essaie encore de dévoiler de tout. La personne vous aime réellement, mais vous ne l'aimez pas par rapport à ce qu'elle est devant vous, mais par rapport à ce qu'un ami, un frère a connu. Et c'est ça. Et c'est ça le titre. Je pense que j'ai peur de l'amour parce que j'ai vu ce que l'amour a fait à mon frère. J'ai vu ce que l'amour a fait à madame et je ne vais pas aussi tomber dans ce piège. Et donc, est-ce que le livre nous donne des réponses sur justement comment accepter l'amour tel qu'il est? Oui. C'est la beauté des livres. Je vous prie de lire et vous allez avoir toutes les réponses. Les livres, oui. Est-ce une autobiographie ou ça reste vraiment de l'ordre de votre imaginaire? Où je pense à 98%, ça reste quand même de l'ordre de l'imaginaire. Ouais, je pense. Deux ou trois références de la vie réelle, mais c'est vraiment le fruit de l'imagination, la mise en scène. Euh, ouais, je dirais ça, je dirais ça. C'est pas l'autobiographie, donc je suis euh, très loin de ça. D'accord. Euh, Et Alors, du coup, on comprend que vous avez fait une rencontre à l'Harmattan, justement pour pouvoir faire la dédicace du livre oui. à Paris, dans le 5e. Est-ce que d'autres rencontres, d'autres dédicaces du livre sont à prévoir ou par rapport à cette sortie? Oui. Sur quelle échelle de diffusion pouvons-nous retrouver le livre? Bon, les 2 mai passés, de 15h à 17h, on était chez l'Harmattan pour la séance dédicace signature. Au Congo, on appelle ça vernissage. Et avec mon équipe, on essaie de voir ce qui est vrai. Je rentre déjà, comme mon voyage était juste pour présenter les livres, on va
établir un calendrier et des prochaines activités. Et pourquoi? Parce que, comme pour vous répondre, j'aimerais vraiment que les livres soient présentés à plusieurs communautés africaines. On parle du Mali, Sénégal, Cameroun, partout. Et il y aura un programme bien établi avec l'équipe que je salue d'ailleurs, Mme Kadi, M. Dadou, mon frère Serge, Bayo, tout ça. Ça, ce sont des gens qui m'accompagnent. Et on aura des dates, on aura des dates. Et permettez-moi, parce que ce qui est vrai, j'ai encore deux, trois voyages dissipés et je ne sais pas tous les faire, mais d'ici probablement juillet, août, on va revenir sur vos antennes pour présenter la tournée Belgique, Suisse, et même en France, deux, trois, quatre dates encore pour dédicacer, présenter les livres à plusieurs communautés. Et donc le livre est disponible en librairie ou enfin, où peut-on se le procurer? Fnac, Amazon, partout, les maisons Harmattan, vraiment, les livres sont disponibles. Je suis passé par Fnac, vous commandez votre livre d'ici 4-5 jours, on vous offre. D'accord. Amazon, pareil, dans les plateformes en ligne, presque partout, vous écrivez La Reine du Fouta Djallon, Michael Congo, et le livre sort là, vous pouvez passer votre commande, et oui. Et donc, pour venir un petit peu plus sur l'industrie du livre, parce qu'aujourd'hui, avec cette ère du digital, elle est très, très concurrencée par rapport même à l'intelligence artificielle ou encore plus aux livres maintenant électroniques. Vous, en tant qu'écrivain, quelle est votre position sur toute cette évolution auquel fait face le livre aujourd'hui? En réalité, merci pour la question. Ce qui est vrai, la jeunesse actuelle ne lit pas beaucoup comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs alternatives. On n'avait pas TikTok, Facebook en 98, 97, 95. Vous parlez de 95, 96, 97, 98, même aux années 2000. Et on n'avait que les films et les livres. Mais aujourd'hui, TikTok est là, c'est la récompense immédiate. Vous voyez tout ce que vous aimez, tout ça. Mais n'empêche que moi, je disais toujours, parce qu'à un moment donné, pour vous répondre, pour être franc, à un moment donné, ça décourageait. Mais comment j'ai un talent, mais dans l'ère du numérique où là, les gens ne lisent pas. Alors, pour les écrivains, je vais dire, il faut écrire, continuer à écrire. Et à un moment donné, les jeunes gens, encourageons les jeunes gens à relire. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, ils développent leur monde. J'ai beaucoup aimé, je pense, une citation c'était pas Sarkozy, je ne sais pas qui disait, quand on lit, on ne ressort jamais d'un livre seul, vous voyez, parce que là, vous accumulez l'expérience de l'écrivain et quand les doyens comme Papa Camara écrit un livre, qui ressort de son livre avec 50 ans, 60 ans d'expérience. Eh bien, c'est que tu ne peux pas prendre via TikTok en faisant, tu vois. Et j'encourage les jeunes à lire et aux écrivains d'écrire. Nous sommes dans un monde où on est concurrencé par les films, par Hollywood, par TikTok, partout. Mais on a toujours notre place. Et on doit écrire parce que c'est... Oh, j'allais aussi dire, je m'encourage comme ça, j'ai dit toujours, écrire, c'est... le premier écrivain, c'est le bon Dieu lui-même. Il a écrit la loi, c'est lui qui écrit. Donc, on a le même job que lui. Donc, et avoir le même job que le bon Dieu, ça vous honore. Donc, c'est ça. Et êtes-vous écrivain indépendant, c'est-à-dire comment vous organisez-vous aussi au niveau de l'édition? Parce qu'on sait que dans ce domaine-là, pour écrire, donc c'est déjà un premier pas et un grand, je dirais pas un challenge, mais une mission honorable. Mais l'une des problématiques auxquelles fait face les écrivains aujourd'hui, c'est l'édition. Donc vous, comment vous organisez-vous? Vous avez parlé d'une équipe. Mais êtes-vous un écrivain indépendant ou faites-vous partie, avez-vous un éditeur qui vous permet aussi d'être facilement édité, donc publié? Quelle est votre organisation et quels conseils pourriez-vous donner justement à tous ces écrivains en herbe ou toute cette jeunesse qui aimerait se lancer dans cette industrie pour ne pas être découragé face aussi à cet aspect de la distribution?
Alors, pour être honnête avec vous, dans notre secteur, les régies et en anglais on dit our middle name, c'est-à-dire notre, notre quotidien. Alors, je ne suis pas le seul, vous avez l'expérience de J.K. Rowling pour Harry Potter, elle a été rejetée autant de fois. Alors, on vit avec. Mais s'il faut revenir à moi, j'ai écrit un livre, j'ai écrit La Reine du Fouta Diallo et j'ai envoyé ça à plusieurs éditeurs, plusieurs. Il y en a même qui ont dit non et Harmattan a dit oui et je prends ça comme tel. Et on a signé un contrat, ils ont pris les livres, ils ont édité, ils ont publié, ils nous ont proposé l'espace pour le vernissage, ils nous accompagnent, mais derrière Harmattan, il y a eu quand même quelques rejets. Et donc ça, c'est notre vie. Et puis, je dis, moi, je suis dans ça depuis 2010, ça fait quand même 16 ans. Les nombreuses fois qu'on m'a dit non, je ne sais plus compter. Mais je ne sais pas aussi garder ces faits en moi. Ça doit sortir. Alors, pour les jeunes écrivains en herbe, écrivez, 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 améliorez l'art, améliorez votre graft en anglais, c'est-à-dire les talents, et, parce que je ne suis plus la même personne qui a écrit il y a cela 10 ans, l'expérience personnelle, ma vie personnelle, tout ça, essaie un petit peu d'enrichir l'écriture. Et écrivez, c'est pas facile, on dit non, et écrire encore et publier, c'est un pas, mais l'autre paire des marches, c'est quoi? C'est vivre de cet art, et c'est ce qui est encore beaucoup plus difficile. Et, mais on est là, moi je suis enseignant, je ne vis pas totalement de ça parce que j'ai des conférences, des articles, des enseignements, des écoles à gérer aussi, je n'ai pas dit ça aussi, et parce que je suis dans l'enseignement, je gère les écoles au Congo, à Kinshasa. Je salue Madame Grasbo, la promotrice des écoles que je gère, mais je dirais, on a les talents, on a les faits en nous, on doit écrire, on doit se battre, quelles que soient les difficultés, les challenges. Donc, oui. Mais vous parliez justement de la concurrence et notamment vous avez mentionné l'industrie du cinéma. Mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, l'industrie du cinéma, on a vu qu'il y a beaucoup de biopics qui se font et ou beaucoup d'histoires qui se filment, qui se narrent, inspirées de livres. Ne pensez-vous pas aujourd'hui, d'autant plus que ces deux industries peuvent justement faire des ponts et travailler ensemble afin de pouvoir raconter justement des histoires un peu comme vous le faites de l'ordre de l'imaginaire, mais pas que, puisqu'aujourd'hui vous donnez aussi des clés pour comprendre des sujets de fond qui nous rassemblent et nous fédèrent. Et selon vous, est-ce que ça pourrait être aussi un moyen, notamment peut-être pour en vivre ou pour pouvoir ouvrir des portes, dans les, voilà, des horizons dans les deux sens, de se dire d'écrire, mais dans le sens aussi, donc bien sûr d'être édité, mais d'être aussi raconté et publié de manière visuelle, qui permettrait aussi dans cette ère du digital et du numérique où nous sommes, de pouvoir subsister les arts. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé, par exemple même la Reine du Fouta Diallo? Est-ce que ce serait aussi demain possible de se dire qu'on pourrait voir cette histoire narrée sur grand écran? Bien sûr, c'est les rêves de chaque écrivain, de tout le monde. Et, et même avec, pour vous répondre de manière pratique, c'est plusieurs contrats qu'on a signés avec Harmattan. C'est sa version livre, mais le jour où ça se dirigera vers les théâtres, dans les salles, c'est un autre contrat signé dans format cinématographique aussi, c'est aussi un autre contrat. Mais du point de vue pratique, l'art d'écrire un film, parce que j'ai fait ça aussi, et l'art d'écrire un livre, c'est quand même différent. Le film a son propre format et il faut respecter. Et aussi, les livres aussi a son propre format, mais les deux peuvent coexister, vraiment coexister. Pourquoi? Parce que les dénominateurs communs, c'est quoi? C'est l'histoire. La belle, en anglais, on dit storytelling, l'art de raconter cette histoire. Et ça, c'est la base commune des deux, mais bien que le format d'écriture diffère, parce que le film, il faut un format
je ne vais pas faire de publicité, mais recommander sur Fan Draft, là où vous devez respecter tout ça, Ouais. tout ça. Et les livres, c'est vraiment là où vous vous lâchez, il faut s'exprimer, il faut parler de tout ça. Mais déjà aujourd'hui, les deux mondes coexistent, ça coexiste, et ça coexiste bien même. On parle de livres, ciné, théâtre, et ça va de soi. Alors, dans le chapitre 5, vous dites, vous voulez Kendu. Le voici. Oui. Qui est Kendu? Kindu, c'est une des villes de Kinshasa, et pas de Kinshasa, excusez-moi, de la RDC, de la RDC, et tu voulais Kindu, les voici, dans le sens où, je vous donne un exemple, et ça arrive aussi dans les vies quotidiennes, et là j'entre déjà dans les vifs du livre, et madame, par exemple, et permettez-moi de prendre votre exemple, et vous êtes fiancé, vous avez quelqu'un dans votre vie et ça avance bien. Et là, vous avez une opportunité de venir au Congo. Et lui aussi est lié ici à Paris. Et vous voyez l'argent qu'on vous propose à Kinshasa, c'est 4 fois plus. Mais là, vraiment, vous devez faire le choix parce qu'à un moment donné, vous savez que votre amour ne va pas survivre cette distance. Tu pars à Kinshasa ou tu restes vivre ton amour ici à Paris. Donc, tu voulais Kindu, ben, le voici dans le sens où l'auteur, quelqu'un, le cas, un des personnages, a laissé son amour pour Kindu, pour Kinshasa, pour suivre l'argent. Parce qu'il savait qu'ils étaient un petit peu fragiles, notamment, comme j'ai dit déjà, il a commis déjà une expérience négative avec un ami, il ne s'est pas donné à 100%, et il y a aussi une opportunité qui se présente pour faire de l'argent ailleurs, et il choisit cette opportunité en dépit de se battre pour sa reine, la reine du Fouta Djallon. Donc tout ça, ce sont des mécanismes, des mécaniques de choix entre tu choisis l'argent, la belle vie ou tu restes. Et ça, ce sont des situations que nous vivons tous les jours. C'est pour cela que j'ai présenté ça. Tu voulais Kindu, tu voulais Paris, tu voulais Bruxelles. Eh ben, c'est soit Kindu, bon, soit l'amour, soit Bruxelles. Donc ça, ce sont des débats comme ça que nous parlons. Mais vous, en tant que jeune écrivain, vos livres se vendent à peu près combien d'exemplaires par an dans ce livre-là? Combien d'exemplaires ont été vendus et dans quel pays surtout ça s'achète? Est-ce que ça s'achète surtout en République démocratique du Congo, à Paris, à Dakar? Quelle est la force de frappe de vous autres jeunes écrivains avec l'Harmattan? Alors, je dirais, je vais un petit peu vous choquer. Les Congolais, les Congolaises d'aujourd'hui ne lisent pas trop beaucoup. C'est pour cela qu'on est aussi dans cet exercice d'ouvrir aussi ces livres à plusieurs communautés, notamment, je parle des, j'ai envie de dire de West Afrique, hein. Et ce sont des gens qui lisent beaucoup, ils absorbent les livres. C'est vrai aussi la diaspora congolaise aussi, ou la diaspora en général, tout court, ici à Paris, lisent beaucoup. Je parle aussi les Outre-mer, les Antilles, Guadeloupe. Et ça, ce sont aussi des gens qui, Outre-mer, des gens qui lisent aussi beaucoup. Mais dès que je rentre au Congo aussi, j'ai aussi pour mission aussi de lancer aussi une campagne, comme je suis dans les écoles aussi, une campagne de des, euh, de la lecture, c'est-à-dire encourager les jeunes à lire. C'est là où ils vont s'enrichir. Bref, pour vous répondre, je dirais la communauté, la diaspora, West Afrique, les Antilles, c'est là où on trouve vraiment un taux de vente élevé. Et on va faire un effort. On est là aussi pour impacter la jeunesse, préparer l'Afrique, préparer le futur Africa. Donc, je pense que j'ai aussi un devoir naturel à encourager ma jeunesse congolaise. Nous arrivons à la fin de cette belle émission où on a reçu un jeune écrivain talentueux qui a bien expliqué pourquoi il a été la reine du Fouta Djallon. Nous vous le recommandons
Demain, la dédicace aura lieu, c'est bien ça. C'est les ouais, Elle a eu lieu le elle a eu samedi 2. le samedi 2 mai. ouais. Donc, nous espérons que vous serez nombreux à venir écouter ce jeune écrivain. Et nous vous disons bon vent. Bon vent pour que ça se vende bien. Ouais. Bon vent pour que les gens interprètent bien l'esprit de ce roman. Bon vent pour que vous, jeunes écrivains de la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles. Vous le savez très bien. C'est-à-dire que les Américains, à un moment donné, veulent mettre la main sur vos matières premières. Exactement. Et viennent effectivement parfois avec des contraintes fantaisies. Et le rôle des écrivains dans ce domaine-là, précis, comment faire pour que les Congolais mettent la main sur leur richesse sans se faire avoir. Le rôle des écrivains est capital. Merci beaucoup. Donc nous vous faisons confiance et nous vous souhaitons très bon vent. Merci. Nous restons ouverts à vous. Chaque fois que vous publiez un roman, vous venez ici. Merci. Laetitia et moi, nous serons très contents de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. C'est très Merci gentil. beaucoup.